Le jour où ma fille a tenté de me voler ma maison, une histoire vraie de trahison et de justice. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je me tiendrais dans mon propre salon, regardant des inconnus emporter mes meubles sous la supervision de ma propre fille, un carnet à la main et un sourire glacial aux lèvres, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé le matin du 3 novembre 2024. Moins de 24 heures après avoir signé ces documents de succession censés assurer l'avenir de ma famille. Je m'appelle Catherine Lefebvre, j'ai 67 ans, et ce que je vais vous raconter est l'histoire vraie de la façon dont ma fille a tenté de tout me prendre et comment j'ai fait en sorte qu'elle regrette chaque seconde de sa trahison. Mais avant de plonger dans ce récit choquant, si vous aimez les histoires où la justice triomphe et où chacun reçoit ce qu'il mérite, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne, et j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Alors n'hésitez pas à indiquer votre ville et votre pays dans les commentaires ci-dessous car savoir que je ne suis pas seul change tout. Laissez-moi maintenant vous ramener là où tout a commencé. 2 jours avant ce terrible matin, j'étais assise dans le bureau de mon notaire, me sentant fière et responsable puisque mon mari, Georges, était décédé 3 ans plus tôt, me laissant un héritage confortable de 3 millions d'euros. Notre magnifique maison de maître à Bordeaux, ainsi qu'une villa familiale au Cap Ferret qui appartenait à sa famille depuis des générations. J'avais passé ces 3 années à faire mon deuil, à guérir, et j'avais finalement décidé qu'il était temps de protéger ce patrimoine pour mes enfants et mes petits-enfants. Mon notaire, Maître Robert Chenu, avait préparé les documents pour la création d'une société civile immobilière, la SCI, et le plan était simple, du moins le pensais-je, les biens seraient protégés des droits de succession, je garderais l'usufruit total de tout pour le reste de ma vie. Et à mon décès, ma fille Mélanie et mon fils David hériteraient de tout à parts égales. Cela semblait être la chose la plus sage à faire alors que j'avançais en âge, et je me souviens encore du poids du stylo dans ma main lorsque j'ai signé ces documents le jour de mon 65e anniversaire, le 2 novembre. Robert m'avait tout expliqué soigneusement, même si j'avoue que certains termes juridiques me dépassaient un peu, mais j'avais confiance en lui, j'avais confiance en la procédure et par-dessus tout, j'avais confiance en ma famille. Ce soir-là, j'ai appelé Mélanie pour lui annoncer que tout était finalisé, pensant qu'elle serait ravie que je sois si prévoyante pour leur avenir, mais sa voix au téléphone m'a paru étrange, excitée d'une manière qui m'a noué l'estomac. Et elle m'a dit qu'elle et Stéphane passeraient le lendemain matin pour discuter de certains points. J'ai pensé qu'il voulait parler des projets pour Noël ou des inscriptions en école de commerce de son fils cadet, mais j'aurais dû comprendre que quelque chose ne tournait pas rond, car Mélanie avait beaucoup changé ces 5 dernières années depuis son mariage avec Stéphane de Montalembert. Un promoteur immobilier raté au goût de luxe et au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, mais elle restait ma fille et je voulais croire en son bonheur. Ce matin-là, j'étais dans mon jardin en train de tailler les dernières roses d'automne quand j'ai entendu les camions, pas un seul, mais 3 grands fourgons de déménagement qui remontaient mon allée paisible. Et mes mains se sont mises à trembler tandis que les épines me griffaient les doigts en lâchant mon sécateur. Mélanie est descendue d'une berline noire, vêtue d'un tailleur chic que je ne lui connaissais pas, suivie de près par Stéphane qui arborait un sourire de gagnant de loto. Derrière eux, une équipe de déménageurs attendait les instructions. « Maman » a dit Mélanie en s'avançant vers l'entrée d'un pas assuré, comme si les lieux lui appartenaient déjà, ce que j'allais bientôt découvrir. « On a besoin que tu prépares quelques affaires personnelles, les déménageurs sont là pour emporter tout le reste. » J'ai littéralement ri tant cette déclaration était absurde et impossible à assimiler. « De quoi parles-tu ? C'est une plaisanterie. » Stéphane s'est alors avancé avec un dossier à la main. « Catherine, a-t-il dit en utilisant mon prénom comme si nous étions de simples collègues, en signant ces documents hier, tu as transféré la gestion et la pleine propriété de tous les actifs, y compris cette maison, à la SCI. En tant que gérants associés, Mélanie et moi avons l'autorité légale pour gérer ces biens comme bon nous semble, et nous avons décidé de vendre cette propriété car nous avons déjà accepté une offre avec une signature définitive dans 30 jours. Le monde a basculé et j'ai dû m'agripper à la rampe du perron pour ne pas tomber. Quoi ? Non. Robert a dit que j'aurais l'usufruit à vie. Oui, a coupé Mélanie d'une voix aussi froide qu'une pluie de janvier, mais les statuts de la société permettent aux gérants de liquider et de réinvestir les actifs pour le bien de la structure. Cette maison vaut 1,8 million d'euros, maman, et il n'est pas rentable d'avoir autant d'argent bloqué dans une seule propriété que tu occupes seule. Nous vendons ceci et la villa du Cap Ferret, les bénéfices seront investis et tu recevras une pension mensuelle. Une pension, ai-je murmuré, la voix brisée. C'est ma maison, ton père et moi l'avons achetée il y a 42 ans, tu as grandi ici, tes propres enfants ont fait leurs premiers pas dans ce salon. Stéphane a eu un petit rire méprisant. La valeur sentimentale ne génère pas de rendement, Catherine.
Mélanie et moi avons le devoir de maximiser la valeur du patrimoine. Nous t'avons trouvé un bel appartement d'une chambre dans une résidence senior de Standing vers Arcachon, très abordable, seulement 1 800 € par mois, qui seront déduits de ta pension. J'ai regardé ma fille, cherchant la moindre trace de la petite fille que j'avais élevée, de la femme que j'avais soutenue pendant ses études et ses crises. Mélanie, tu ne peux pas faire ça. Pendant un instant, j'ai cru voir un doute dans ses yeux, mais Stéphane a posé sa main sur son épaule et son visage s'est durci. C'est déjà fait, maman. La loi est de notre côté. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour retirer tes effets personnels, tout le reste a été inventorié et sera vendu avec la maison ou aux enchères. C'est à ce moment-là que les déménageurs ont commencé à me passer devant pour entrer chez moi et j'ai réalisé que ce cauchemar était bien réel. Je veux m'arrêter ici pour vous redemander, si cette histoire vous captive, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, votre soutien est essentiel pour aider d'autres personnes à découvrir ces récits sur la trahison familiale et l'importance de se défendre. Revenons à cette journée terrible. J'ai immédiatement appelé mon fils David, mes mains tremblant tellement que j'arrivais à peine à composer son numéro. Il vivait à La Rochelle avec sa femme Émilie et leurs 2 enfants, travaillant comme océanographe. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, il y a eu un silence de mort au bout du fil. « Laisse-moi te rappeler, maman, a-t-il fini par dire d'une voix étranglée par la colère. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné, c'était David, furieux. Je viens d'avoir Mélanie. Elle prétend que c'est une décision purement stratégique et que je comprendrai quand je recevrai ma part des dividendes. Maman, je ne veux rien de tout ça. Est-ce que tu savais qu'il pouvait faire ça quand tu as signé? Non, ai-je sangloté, Robert m'a assuré que je gardais l'usage de tout jusqu'à la fin, je pensais que l'usufruit signifiait que je pouvais rester ici. C'est ce que ça devrait signifier, a répondu David. Il y a quelque chose de louche. Ne signe plus rien, j'appelle tout de suite un ami avocat. Mais alors que la journée avançait et que j'appelais frénétiquement le cabinet de maître Robert Chenu, j'ai appris l'horrible vérité, Robert était l'avocat de Mélanie, pas le mien. Il avait représenté la SCI, mais pour la mise en place, il avait suivi les instructions de Mélanie qui préparait cela depuis des mois, dès que j'avais évoqué l'idée de protéger l'héritage. Les documents que j'avais parcourus sans tout comprendre donnaient aux gérants, Mélanie et Stéphane, des pouvoirs étendus pour agir dans l'intérêt de la société. Et la clause sur mon usufruit était enterrée sous des dispositions qui leur permettaient de la révoquer pour des motifs de nécessité économique et réinvestissement. J'avais été manipulé, trahi, et le pire, c'est que tout semblait parfaitement légal. Cette première nuit, je suis resté assise dans ma chambre, celle que je partageais avec Georges, là où nous avions bâti notre vie, et j'ai pleuré jusqu'à épuisement. À travers les murs, j'entendais les déménageurs en bas emballer ma vie dans du papier bulle, mais vers minuit, dans l'obscurité, quelque chose en moi a basculé. J'ai arrêté de pleurer et je me suis mise à réfléchir. Georges disait toujours que j'étais plus coriace que j'en avais l'air, quand il est tombé malade, j'avais tout géré, ses soins, les assurances, je m'étais battue pour qu'il ait une fin digne. J'avais été infirmière pendant 35 ans, j'avais survécu à la perte de mes parents et de ma sœur, je n'étais pas une vieille femme impuissante qui allait se laisser faire. Si Mélanie et Stéphane voulaient la guerre, ils allaient la voir. Le lendemain matin, j'ai passé 3 appels, d'abord à l'ami de David, maître Martin Faure, spécialisé en droit des successions, ensuite à ma vieille amie Françoise qui travaillait pour le journal Sud-Ouest. Et enfin à tous les contacts sociaux que Mélanie et Stéphane s'étaient efforcés de cultiver pour grimper dans la haute société bordelaise. Maître Faure m'a reçu l'après-midi même et son visage était sombre après avoir lu les documents. Je ne vais pas vous mentir, Catherine, ils ont été très habiles. Contester cela sera coûteux, long, et il n'y a aucune garantie de succès. Combien? Potentiellement 50 000 € de frais de justice, et cela pourrait durer 2 ans. J'ai pensé aux 47 000 € que j'avais sur mon compte personnel, de l'argent non transféré à la SCI. Quelles sont mes chances? Martin s'est penché en arrière. Si on prouve l'abus de faiblesse, le dol ou le manque de conseil indépendant, peut-être 30%. Mais il y a un autre angle. Catherine, nous pouvons rendre cette affaire si publique et si compliquée juridiquement qu'ils préféreront un accord plutôt que de continuer. Dites-moi plus, ai-je répondu en souriant pour la première fois. Durant la semaine suivante, tout en faisant semblant de préparer mes cartons, j'ai mis mon plan à exécution. D'abord, Maître Faure a déposé une requête en urgence devant le tribunal judiciaire pour abus de faiblesse et gestion déloyale, ce qui a gelé toute vente d'actifs immobiliers jusqu'à l'audience. Ensuite,
Françoise a publié un article détaillé dans le journal intitulé « Une retraitée bordelaise dépossédée de sa demeure par sa propre fille », un récit factuel et dévastateur qui a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Enfin, et c'est la partie dont je suis la moins fière mais la plus satisfaite, je me suis rendu à chaque événement social, chaque vernissage et chaque réunion de club que Mélanie et Stéphane fréquentaient, et j'ai raconté mon histoire sans drame ni cri. Mais avec une tristesse digne qui s'est révélée plus puissante que n'importe quelle colère. La haute société bordelaise qu'ils tentaient désespérément d'infiltrer leur a tourné le dos du jour au lendemain, les invitations ont cessé, les contacts d'affaires de Stéphane ne rappelaient plus, et l'école privée prestigieuse où ils voulaient inscrire leur fils n'avait soudainement plus de place. Mais ce n'était pas fini, grâce à une enquête minutieuse, Maître Fort a découvert que Stéphane avait des dettes cachées de plus de 800 000 € suite à des investissements ratés et des prêts personnels. C'était crucial car, en tant que co-gérant de la SCI, il avait l'obligation de divulguer tout conflit d'intérêts. Sa situation financière désespérée rendait ses motifs de liquidation de mes biens limpides, il avait besoin d'argent, et vite. Nous avons aussi découvert que Maître Robert Chenu avait des liens d'affaires antérieurs avec Stéphane sur 2 projets immobiliers, un conflit d'intérêts majeur qu'il ne m'avait jamais révélé. Fort de ces preuves, nous avons complété notre plainte pour inclure une faute professionnelle contre le notaire et un manquement aux devoirs fiduciaires contre Stéphane et Mélanie. L'audience était fixée au 15 janvier 2025, mais avant même d'arriver au tribunal, un miracle s'est produit au début du mois de décembre quand on a sonné à ma porte. David, sa femme Émilie et mes 2 petits-fils étaient là avec 2 voitures pleines de bagages. On emménage, maman, a annoncé David. Émilie a trouvé un poste au centre de recherche océanographique de l'université de Bordeaux et on va rester ici avec toi pour t'aider à te battre. J'ai fondu en larmes, de joie cette fois. Mon fils avait réorganisé toute sa vie pour me soutenir. David a également déposé sa propre requête pour être nommé co-gérant de la SCI, en tant qu'associé égal ayant le droit de participer aux décisions, exigeant un audit complet de tous les mouvements financiers depuis la création de la société. Quand Mélanie et Stéphane ont reçu les assignations pour produire leurs relevés bancaires et leurs emails, Stéphane a craqué, n'étant plus du tout sûr de lui face à la perspective d'un examen judiciaire de ses finances douteuses. Le 18 décembre, leur avocat a contacté le mien pour négocier. Les discussions ont duré 3 semaines et voici ce que nous avons obtenu, les statuts de la SCI ont été modifiés pour exiger l'unanimité des gérants pour toute décision majeure. David étant ajouté comme 3e gérant, j'ai conservé l'usufruit exclusif et insaisissable de la maison de Bordeaux et de la villa du Cap Ferret pour la vie. Mélanie et Stéphane ont été condamnés à payer 75 000 € pour mes frais de justice et Stéphane a été purement et simplement révoqué de son rôle de gérant. Mais j'ai exigé une dernière chose, des excuses formelles et écrites de Mélanie, lue à haute voix lors d'une réunion de famille. Cette réunion a eu lieu le 10 janvier 2025 dans la salle de conférence de Maître Fort. Mélanie semblait avoir vieilli de 10 ans, Stéphane n'était pas autorisé à venir. Elle a lu ses excuses d'une voix tremblante, un document qui servait aussi d'aveu juridique de ses torts, mais en finissant, elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolé, maman, vraiment. Pas seulement juridiquement, mais sincèrement. Stéphane m'a convaincu que nous étions malins, qu'on assurait l'avenir, il disait que tu n'avais pas besoin d'une si grande maison et que tout irait bien pour toi. Il rendait tout cela si logique, mais au fond de moi, je savais que c'était mal et je l'ai fait quand même. J'ai perdu tout ce qui comptait, ta confiance, le respect de David et celui de toute la ville, et je le mérite. J'ai regardé ma fille et j'ai fait un choix. Mélanie, ce que tu as fait est impardonnable, mais je vais faire quelque chose de difficile, je vais te pardonner malgré tout, non pas parce que tu le mérites, mais parce que garder cette colère me ferait plus de mal qu'à toi. Tu devras vivre avec ce que tu as fait, et c'est une punition suffisante. Elle a alors éclaté en sanglots et pour la première fois depuis des mois, j'ai revu ma fille au lieu de l'étrangère qu'elle était devenue. Nous ne sommes plus proches, et je ne sais pas si nous le serons à nouveau, elle a divorcé de Stéphane 8 mois plus tard après avoir enfin vu qui il était vraiment, elle suit une thérapie, elle m'envoie des cartes pour mon anniversaire et elle essaie. David et sa famille ont vécu avec moi pendant 6 mois avant d'acheter une maison à 10 minutes d'ici, mes petits-fils me rendent visite chaque week-end et nous avons instauré la tradition de passer tous nos étés ensemble dans la villa du Cap Ferret. Les frais juridiques m'ont coûté 92 000 € au total, même avec leur contribution, mais ma maison, mon indépendance et ma dignité n'ont pas de prix. Je partage cette histoire pour tous ceux qui traversent une situation similaire car l'abus financier envers les aînés est terriblement courant et touche des centaines de milliers de personnes chaque année, que ce soit par la famille, des conseillers ou même ses propres enfants. Voici ce que j'ai appris, d'abord,
ayez toujours votre propre avocat ou notaire indépendant pour relire tout document, n'utilisez jamais celui recommandé par la personne qui bénéficie du montage. Ensuite, si vous sentez que quelque chose ne va pas, faites-vous confiance. Car j'avais senti que la voix de Mélanie était bizarre mais je l'avais ignorée. Troisièmement, battez-vous, même quand tout semble perdu ou que la loi semble contre vous, car la lumière fait fuir les mauvais comportements. Enfin, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des associations et des professionnels pour vous aider. J'ai 67 ans aujourd'hui, je vis toujours dans ma belle maison bordelaise, je m'occupe de mon jardin, je fais du bénévolat à l'hôpital où je travaillais et je passe du temps avec ceux qui sont restés à mes côtés. J'ai même recommencé à sortir avec un instituteur à la retraite nommé François, qui me fait rire et ne me pose jamais de questions sur mes finances. Les roses que j'ai plantées avec Georges il y a 40 ans fleurissent à nouveau et ce printemps, elles étaient plus belles que jamais, ce qui est peut-être une métaphore, on peut être taillé, élagué jusqu'à presque rien, et refleurir si nos racines sont solides. Voilà mon histoire, celle d'une mère dont la fille a tenté de voler la maison mais qui s'est battue et a gagné, ce n'était ni facile ni joli, et les cicatrices ne sont pas totalement guéries, mais je suis chez moi, vivant ma vie selon mes propres termes, et c'est là ma plus grande victoire. Si cette histoire vous a touché, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de récits de résilience et de justice. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et si vous avez vécu quelque chose de similaire, vos histoires comptent aussi. Souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous méritez le respect quel que soit votre âge.